Bonjour à tous. Alors, je suis Ismaël Bernard. Donc le travail que je vais vous présenter là, ouais, concerne les petites lagunes qu'a décrit Nathalie. Donc on va continuer avec la Corse et avec les petites lagunes. Donc ce travail-là a été réalisé euh, dans le cadre d'un travail pour l'Office de l'environnement de la Corse, donc avec Marie Garrido, et en partenariat avec Olivier Boutron de la Tour du Val. Donc là, on va plus encore continuer la focalisation, on va un petit peu descendre encore dans le pratico-pratique en s'intéressant à la salinité sur le cas de ces lagunes corses. Et là, avec une question pratique de comment mesurer ces salinités dans les cas extrêmes de sursalure. Alors, la présentation se décompose en trois parties, trois grandes parties. D'abord, on va mieux comprendre pourquoi il y a une problématique avec le suivi de la salinité dans les lagunes corses. Donc là, je pense que Nathalie était déjà une très bonne introduction à cette problématique-là. Ensuite, on va voir les résultats des suivis des petites lagunes. Donc la température et salinité, cette fois-ci sur les quatre lagunes suivies en Corse. Et ensuite, on s'interrogera là de manière un peu plus théorique sur les limites techniques du suivi de la salinité et quelles perspectives on peut avoir de manière très pratique pour suivre la salinité dans des cas de sursalure extrême. Alors, donc la problématique, voilà, je ne vais pas vous représenter les petites lagunes corses, mais euh, voilà, il y a les grandes lagunes de grande taille, type DCE, dont vous a parlé Nathalie. Et en Corse, il y a également 91 lagunes de petite surface, et donc les 5 lagunes qui sont suivies par l'Office de l'environnement de la Corse dans le cadre du FOGEC, le Forum des gestionnaires de Corse. Donc c'est des suivis qui ont lieu depuis 2020, euh, et donc notamment des suivis haute fréquence. Donc ces suivis, la stratégie de suivi dans les lagunes, c'est par l'intermédiaire de sondes multiparamètres. Donc ce sont des sondes température, conductivité, pression. Donc là, il y a deux types de sondes qui sont présentées. Des sondes soit WISense de marque NKE ou des sondes OBO. Donc la, voilà, là c'est la WISense, c'est NKE, et là c'est la OBO, qui sont voilà, également une autre marque. Là. Donc ces sondes ont été déployées voilà, dans 5 lagunes et donc il y a 6 points de mesure différents. Donc on revient, c'est les lagunes dont vous a parlé Nathalie précédemment. Donc là aussi, la température, la salinité, on a bien vu l'importance de bien les suivre pour comprendre finalement le fonctionnement hydroécologique de ces lagunes. Alors, pour bien comprendre la problématique de la salinité, je vais revenir à qu'est-ce que la salinité. Alors, quand on parle un peu de salinité, finalement, souvent on a en tête, ce qu'on a en tête, c'est la salinité absolue. C'est-à-dire, c'est tout simplement la masse de substances inorganiques, de sels inorganiques dissoutes dans une masse d'eau euh, connue. Donc on l'exprimera comme un rapport, donc souvent en grammes par kilo. Alors au final, la salinité, finalement, c'est une variable qui va en résumer de multiples variables. C'est-à-dire que ça va résumer l'ensemble des concentrations des différents ions. Et pour que ce résumé il soit valide, on part de l'hypothèse que la composition de l'eau de mer est à peu près constante, c'est-à-dire que le rapport entre les différents ions est constant. Et donc ça nous amène à définir une eau de mer dite de référence qui a une composition ionique standard. Donc là, je vous ai mis là, ici, la répartition, la proportion des différents ions dans l'eau de mer de référence de composition standard. Donc cette proportion-là, quand on parle de salinité, on suppose qu'elle est constante. Et donc on peut résumer finalement toutes ces concentrations à une seule variable. Depuis la fin des années 70, pour mesurer la salinité, on utilise une méthode rapide, efficace, peu coûteuse, qui est la conductivité. En mesurant la conductivité, euh, on peut faire le lien entre la conductivité
et la salinité dite pratique, qui est l'échelle qu'on appelle aussi PSS 78, donc qui correspond à la norme qui va faire le lien entre la conductivité et la salinité bah, traditionnelle. Alors, cette salinité traditionnelle, la salinité pratique, elle n'a pas d'unité parce qu'elle est finalement liée plutôt à un rapport de conductivité. Et donc, si on veut revenir à la salinité absolue, il faudra encore faire une autre transformation, et donc là, qui va prendre en compte notamment la pression et également la composition des différents sels dans l'eau et cette variation spatiale de composition qui peut intervenir dans les différents océans. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir sur cette méthode de mesure par la conductivité de la salinité, c'est qu'elle va être fortement dépendante de la température. C'est-à-dire que la fonction qui permet de passer de la conductivité à la salinité pratique, elle dépend elle prend la valeur de la conductivité, mais elle dépend aussi de la température et de la pression. Et elle dépend même plus de la température que de la conductivité. Donc la correction en termes de température est très importante. Donc voyons un cas pratique maintenant avec des suivis de salinité dans les lagunes de Corse. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc là, vous avez depuis 2020 jusqu'à 2023, là on a 5 sondes avec 4 lagunes, donc des suivis de salinité, donc là exprimé en salinité pratique, donc sur l'échelle PSS 78, donc calculé à partir de la conductivité. Et donc on a sur cette mesure-là des cycles avec des phases de désalure hivernale et des sursalures estivales. On observe, bon, ça c'est le global, de manière plus détaillée, on a des signaux qui sont beaucoup plus bruités à certaines périodes, et on a des phases où on n'a soit pas d'acquisition de données à cause notamment des phases d'assèchement. Donc ça c'est le signal brut. Une autre manière de voir ça, c'est de regarder cette même donnée, donc c'est toujours les mêmes données de salinité, mais là cette fois-ci mises en parallèle avec la température. Donc on a ici la température en abscisse et la salinité pratique qu'on avait sur le graphique précédent en ordonnée. Donc là, c'est le diagramme température-salinité qui est aussi un classique d'observation. Donc quand on fait ça sur les données acquises en Corse, eh ben, on s'aperçoit finalement qu'on a toute une zone ici dans laquelle on n'a jamais de données. Donc cette zone correspond à la saturation de la conductivité des sondes. C'est-à-dire les sondes ont un plafond de conductivité qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et donc là, elles ont atteint le plafond en fait tout le long de cette zone. Donc là, on visualise finalement la limite de suivi de la salinité avec la méthode de conductivité et avec les sondes qui sont déployées ici. Alors, juste pour la petite histoire là, rapidement, on a aussi une sonde là qui était d'une marque différente, qui a une limite plus basse. Alors, pour revoir un petit peu, quand est-ce qu'on a ces problématiques, donc on a essayé de revoir pour les trois paramètres qui étaient mesurés par les sondes, donc la température, la pression et la conductivité, quelles pouvaient être les valeurs aberrantes, si on pouvait avoir des seuils de valeurs aberrantes faciles à identifier. Donc on a pris les températures, alors c'est pour la Corse, hein, température inférieure à 0 et supérieure à 40, en se disant que ça reste de l'eau quand même. On a la pression. On se dit que c'est quand même, quand la pression est égale à la pression atmosphérique, c'est pareil, on est peut-être exondé. Et ensuite, bah, pour la conductivité, si la conductivité est supérieure au seuil ou si elle est inférieure à 1, donc supérieure à seuil, c'est-à-dire que là on sature, et inférieure à 1, on est peut-être exondé. Donc voilà, et on avait aussi également des données d'observation des opérateurs qui sont vraiment très importantes pour nous dire, bah tiens, là la sonde elle est effectivement exondée, là on a quand même des données qui nous paraissent vraiment aberrantes, donc il y avait ces remontées aussi d'informations des opérateurs qui sont importantes pour, quand on traite de la donnée, pour être plus sûr de ce qu'on interprète dans les données. Alors,
qu'est-ce que ça donne si on identifie les données du coup douteuses à partir de ces différentes catégories? Donc on a en rouge, les carrés rouges, c'est les données où les opérateurs ont dit bon bah là la sonde a été soit sortie de l'eau, soit les données étaient aberrantes. Donc on a déjà des périodes voilà, qu'on soustrait où on sait que la donnée est douteuse. On a également, en faisant ça, des grandes périodes qu'on identifiait précédemment, donc les périodes qui étaient très bruitées. Là, en fait, voilà, c'est des périodes également identifiées avec une donnée douteuse. Donc si on essaie encore d'aller un petit peu plus loin, maintenant, quels sont les problèmes derrière ça? Quels sont les problèmes les plus fréquents dans les données qui ont été acquises? Alors, voici là, on a une représentation, donc c'est toujours pour les mêmes lagunes. Donc cette fois-ci, on a juste décomposé mois par mois. Donc on a toujours les différentes années de 2020 à 2023 et on a décomposé chaque mois la proportion des différentes problématiques qu'on pouvait avoir sur les données. Donc soit on n'a pas de problématique, bon, la donnée est fiable, soit on a des erreurs qui sont plutôt liées à la conductivité, donc des erreurs qui ont été remontées par l'observation, ou des erreurs sur la température. Ce qu'on remarque, c'est que les erreurs les plus fréquentes sont les erreurs liées à la conductivité, et c'est notamment de la saturation de conductivité, qui peuvent durer, parfois dans certaines lagunes, plus de 4 mois consécutifs. Donc en fait, si on revient à la diapo précédente, là, ici, là, ces 4 mois, là, en fait, la conductivité sature à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, ce n'est plus la salinité, c'est la limite de mesure de la sonde. Donc là, on a des données qui sont pas fiables à ce moment-là. Et voilà, cette saturation, elle peut être assez forte, et là, c'est particulièrement vrai en 2022, pour les raisons que vous a expliqué Nathalie. Alors, bon, on a un problème, de toute évidence, donc comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce problème-là? Donc on est revenu un petit peu à la théorie, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour mesurer de la salinité? Donc historiquement, la salinité, ça a été mesuré d'abord par la chlorinité, c'est-à-dire le titrage au nitrate d'argent des ions chlorures. Donc ça, c'était juste, voilà, après-guerre, donc et on avait cette mesure-là, mais qui était pas continue. Il fallait faire des prélèvements à chaque fois, donc c'était coûteux en temps. Voilà. Donc on est après effectivement passé à la conductivité. Donc là, c'est une méthode très intéressante parce qu'elle est rapide, peu coûteuse. Et par contre, elle va dépendre finalement de la composition ionique. Il y a d'autres méthodes de mesure de la salinité absolue qui peuvent être liées à la salinité absolue, notamment des mesures de la densité. Donc ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec la densité, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et après, alors je les ai mis là, et c'est des choses à avoir en tête, mais il faut savoir qu'en océanographie physique, il y a des gens qui travaillent sur l'utilisation de l'indice de réfraction optique pour mesurer la salinité ou également la vélocité du son. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête parce qu'il y a peut-être des choses qui vont pouvoir émerger, des sondes qui vont pouvoir être mises au point de ces domaines-là, qui seront un jour peut-être plus fiables que les sondes de conductivité. Mais c'est aussi des méthodes indirectes, voilà, qui ont toutes leurs problématiques. Alors, sur les limites de la mesure de conductivité, quel impact ont finalement ces limites de mesure de conductivité? Alors, on a deux types de sondes qui ont été déployées dans les lagunes corses. Donc des sondes Hobo limitées à 55 millisiemens par centimètre et des sondes type de marque NKE limitées à 70 millisiemens par centimètre. Donc pour les sondes NKE qui sont les plus fréquentes, si on exprime la conductivité, exactement si on exprime la salinité pratique en fonction de la conductivité mesurée et en fonction des différentes températures, on va pouvoir avoir une idée de la gamme de salinité qu'on peut mesurer avec les sondes qui sont plafonnées à 70. Donc si elles sont plafonnées à 70, eh ben on pourra mesurer à 35 degrés des salinités pratiques maximales de 38,9 et à 5 degrés de 81,3. Donc le maximum de salinité qu'on va pouvoir mesurer va dépendre de la température, très fortement.
Donc ça, c'est quand c'est plafonné à 70. Quand c'est plafonné à 55, bah à 35 degrés, on mesure maximum 29,6 et 61,3 à 5 degrés. Donc voilà, ça donne déjà une idée bah, de quelles sont les limites de ce qu'on peut mesurer avec les sondes qu'on a euh, dans le milieu. Donc finalement, la première question à avoir en tête, c'est est-ce que la gamme de mesure, est-ce que la salinité, la gamme que je dois observer, elle correspond à celle de ma sonde? Est-ce que ma sonde elle est capable d'observer ce que j'ai dans le milieu? Alors, il y a une autre frontière en fait importante sur la validité de la méthode de conductivité. C'est-à-dire que la méthode de conductivité, elle fait l'hypothèse que le rapport des ions, il change pas. Alors c'est assez vrai. Alors dans les lagunes, ce rapport d'ions, il va commencer à changer de manière importante quand on a les premiers ions qui vont précipiter. Et le premier, c'est le carbonate de calcium. Donc on va avoir une frontière finalement de précipitation du carbonate de calcium. Oh, pardon. Oh là là. Alors, voilà. Une frontière de précipitation du carbonate de calcium donc qui a été exprimé dans un papier de Marion en 2009, Marion et al. En 2009, où elle représente, en fonction de la salinité absolue et en fonction de la température, elle représente ici la frontière de précipitation où on a la précipitation du carbonate de calcium. Donc c'est un modèle derrière qui nous permet de prédire à partir à quelle combinaison de salinité et de température on va avoir les premières précipitations du carbonate de calcium. Et donc, d'après elle, cette frontière-là, elle est entre 64 grammes par kilo à 40 degrés et 104 grammes par kilo à 3 degrés. Donc ces deux points ici. Donc ça donne une seconde limite, finalement, à l'utilisation de la conductivité. Et donc si on reporte la conductivité, cette frontière-là, sur notre graphique précédent, la frontière elle est ici en fait. C'est-à-dire qu'au-delà, si on mesure une conductivité supérieure à 125, pour être même large, eh ben, on aura probablement eu en fait avant une variation finalement, une précipitation de certains ions. Donc on a une variation de la composition de l'eau de mer, donc on n'est plus sur une eau de mer de référence. Donc on a une erreur qui est beaucoup plus importante quand on dépasse cette frontière. Donc la deuxième question, finalement, à avoir en tête, c'est voilà, est-ce que la composition des sels dans l'eau analysée, elle correspond à celle de l'eau de mer standard? Parce que c'est un prérequis, en tout cas c'est une supposition quand on fait de la conductivité. Alors, en fait, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut, et il y a notamment dans le manuel publié en 2010 sur les caractéristiques thermodynamiques de l'eau, il y a des indications sur comment faire dans ce cas-là, comment faire quand on est avec des eaux de mer non de référence. Et ce qui donne comme indication, c'est de mesurer cette anomalie de composition, d'en déduire une anomalie de salinité et de la recombiner avec la salinité de référence qu'on a calculée en considérant que c'était de l'eau de mer de référence. Et on obtient ainsi une salinité absolue corrigée, c'est-à-dire qu'on effectue cette correction-là. Mais pour ça, il faut avoir l'anomalie de composition. Et ce qui est d'autant plus complexe que cette anomalie de composition elle va probablement varier dans la lagune au fur et à mesure de la précipitation des différents ions et de l'augmentation en salinité, après des ouvertures et ainsi de suite. Donc ça va être quelque chose de dynamique en fait derrière. Alors, il y a d'autres méthodes, parce que voilà, il y a d'autres perspectives en fait d'amélioration de ces méthodes-là. Et finalement, là, j'ai été chercher l'expérience chez les gens qui sont bien placés pour avoir une expérience sur ces problématiques-là, c'est les gens qui travaillent sur la mer Morte. Parce que finalement, ils sont confrontés à ces problématiques depuis depuis de nombreuses années. Pour étudier leur système, ils sont obligés de mesurer des salinités très importantes. Donc là, c'est un papier assez récent de Mort et al., publié en 2021, où avec finalement un appareil assez simple, ils proposent, eux,
d'estimer la densité. Donc eux, ils travaillent uniquement en densité, hein, historiquement. Ils ont abandonné la conductivité parce que voilà, ils sont dans des eaux beaucoup trop salées pour ça. Et eux, donc ils travaillent en densité et ils proposent d'estimer la densité par différence de pression entre deux profondeurs. Donc là, la densité, elle est, selon dans ce qu'ils présentent dans l'article, la densité est liée à la variation de profondeur entre deux. Alors ils mettent des sondes sur la verticale comme ça à différents niveaux d'eau, et après ils font des différences entre les capteurs de pression à différents niveaux. Donc la densité, ça va être la différence de pression divisée par l'accélération gravitationnelle et multipliée par la hauteur entre les deux sondes. Donc on a une relation plutôt simple. Voilà. Après, ce sera probablement moins précis comme méthode, parce que la précision va dépendre de la précision des capteurs de pression. Donc c'est actuellement pour moi le seul, alors, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu trouver, le seul exemple de mesure de densité dans des milieux très salés en continu. Là, le gros avantage de cette technique, c'est que ça permet tout de même de faire des mesures en continu. Et eux, ils l'ont même fait sur toute la colonne d'eau. Voilà, ils avaient fait des capteurs de pression régulièrement espacés sur toute leur colonne d'eau. Alors ils ont, malgré le fait que ce soit très salé, ils ont des colonnes d'eau importantes. Et par contre, on voit très vite que la distance ne doit pas varier entre deux capteurs. Il faut absolument que la distance soit toujours fixe. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, donc je vais reprendre les questions avec voilà, un essai de différentes préconisations. La première question, c'est finalement, est-ce que on se trouve, voilà, est-ce qu'on est dans la gamme de mesures de salinité prévue qui correspond à celle de la sonde? Bon, si tout se passe bien, et ben on continue comme avant. La conductivité, c'est efficace, c'est rapide, ça fait et c'est pas cher. Voilà. Alors si on ne l'est pas, si on n'est pas dans cette gamme, mais qu'on reste quand même dans une gamme où on n'a pas les premières précipitations des ions, on est quand même. Donc c'est une gamme où la méthode de conductivité est valide, reste valide. Donc dans ce cas-là, alors, soit on peut faire des suivis ponctuels de la conductivité avec dilution. Dans ce cas-là, la dilution fonctionne parce que la composition de l'eau de mer reste standard. On peut également utiliser des modèles plus récents des sondes. C'est-à-dire que tous les constructeurs sont en train d'augmenter leur seuil de conductivité de leurs sondes. Ils sont voilà. Donc par exemple, là, NKE va passer de 70 à 100. Donc ça étend la gamme sur laquelle on pourra mesurer. Donc on peut peut-être utiliser des modèles plus récents, ou après, bien faire attention à changer de marque de sonde de conductivité et trouver une sonde adaptée. Voilà. Et dans ce cas-là, peut-être que ce sera intéressant de faire une vérification régulière de la composition parce qu'on est dans une zone où on est assez proche de la précipitation de certains ions et on peut se retrouver avec de l'eau de mer qui n'est plus standard. Et après, dernier cas, si on est dans le cas voilà, de l'eau de mer non standard, alors là, tout est un peu ouvert. Tout est un peu ouvert, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors on peut toujours faire des suivis ponctuels de la conductivité, il faut juste avoir en tête qu'on fait une erreur. Cette erreur, on peut essayer de la corriger en faisant une caractérisation de la composition. Donc avec la caractérisation de la composition, on pourra avoir une idée de l'ampleur de l'erreur qu'on fait. La dilution, on peut la faire, mais pareil, on aura une mesure de conductivité qui sera avec erreur. Et après, bien sûr, il y a envisager des mesures soit ponctuelles de densité, soit en continu de la densité. Alors, il faut savoir que là, la publication des Israéliens, c'est pas encore quelque chose qui est disponible sur étagère, c'est encore de la recherche. C'est pas, voilà, c'est pas des choses disponibles. Et après, pouvoir envisager des méthodes peut-être de manière plus large, des méthodes alternatives, et de type voir ce qui peut se faire sur la mesure de la densité par la vitesse du son, mesure de la vitesse du son, et ou avec des réfractomètres. En tout cas, là, il y a un besoin d'explorer finalement des techniques alternatives pour mesurer la salinité, ou en tout cas de confronter les mesures qu'on fait
à d'autres mesures pour bien avoir en tête qu'on fait une erreur. Après, il faut aussi se demander si est-ce que l'erreur qu'on fait, elle est acceptable ou pas. Mais voilà, mais avoir une idée de cette mesure, cette erreur me paraît important. Et donc voilà, pour finir, peut-être quelques grandes perspectives. Je pense qu'il est important effectivement de se replacer dans dans le cadre du changement climatique, de se dire que même finalement les méthodes de mesure qu'on applique actuellement euh, vont peut-être devoir être vues parce qu'on change de gamme en fait. Et que ce qui était vrai, ce qui était faisable dans les gammes précédentes, ne l'est peut-être plus, ou alors plus avec les mêmes erreurs que précédemment. Donc même d'un point de vue des méthodes, il y a voilà, une réflexion à avoir sur de nouvelles méthodes à explorer et adapter. Et les constructeurs sont peut-être à associer pour leur faire savoir ces problématiques-là, que leurs systèmes finalement ne sont plus adaptés à la réalité du terrain. Et je vous remercie.